OK. Donc normalement, je vois que ça a l'air bon. OK, bon, bah, on est parti alors. Je vais aller assez vite, dans le vif du sujet, histoire qu'on arrive, à parler de tout. Bon, vous allez voir, donc bon, en gros, l'objectif là, de ce webinaire, c'est, bah, déjà de zoomer sur 5 des pièges les plus fréquents que nous, on peut rencontrer en entreprise et qui sont d'ailleurs généralement un peu, enfin, qui sont assez souvent à l'origine du plantage d'un projet d'innovation. Regarder ensemble quelques clés, notamment bah, pour les décrypter, les comprendre, d'où ça vient, pourquoi ça bloque et comment est-ce qu'on pourrait faire pour les éviter. Vous allez voir, on va partir à chaque fois de choses qui peuvent paraître assez triviales au premier abord, des choses, oui, bon, bah, ça y est, ça va, on connaît, etc. Et puis simplement, moi, je vais essayer de vous donner quelques clés ou quelques éléments pour aller un tout petit peu plus loin dans la compréhension de ce qui se passe en fait derrière. Et puis à la fin, bon, bah, pour ceux qui ont déjà fait des webinaires avec nous et qui nous connaissent, vous verrez, on a une petite surprise qu'on vous garde pour la fin. Hem, alors du coup, peut-être puisque certains, ne me connaissent pas, donc très rapidement, qui je suis, on ne va pas non plus s'appesantir là-dessus, mais que vous ayez une petite idée. Donc moi, je suis Colette, je suis, j'ai rejoint Steam, il y a un peu plus de 6 ans, donc lors de la création en gros de Steam et du coup, bon, je suis associée et en charge notamment en interne de toute la partie R&D en interne, donc en gros en charge du développement des outils, des méthodes pour tout ce qui est management de l'innovation et que pour certains d'entre vous, ce que j'ai vu qu'il y a des gens qu'on connaissait qui sont connectés, qui ont eu l'occasion voilà, de voir ces outils mis en œuvre chez eux. Et dernier élément, vous allez voir, ça va être probablement un petit peu dense. Alors, grâce à Anne, qui vous a sauvé, j'ai réussi à me limiter à 5, aux 5 pièges dont on va parler aujourd'hui et on a une présentation qui ne fait pas 200 slides. Donc, normalement, on devrait arriver à tenir le timing. Mais donc, accrochez-vous, on est parti. Alors, pour commencer, on va simplement revenir sur un élément que j'avais développé à l'origine pour présenter finalement les grandes activités d'innovation qu'une entreprise doit maîtriser pour innover efficacement. Donc, il y a des choses assez classiques qui sont là en rouge, ce qu'on appelait Explore, Assess, Activate, qui sont finalement, on y reviendra, les grandes phases pour mener à bien un projet d'innovation, les activités d'innovation. Et puis, vous avez la partie stratégie, donc stratégie, pilotage, si on le projette du coup sur un projet. Et puis, la partie en bas, organisation, donc tout ce qui va être les ressources et l'organisation qui vont permettre à ces activités d'avoir lieu dans les meilleures conditions. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ce petit modèle? Parce que d'une part, c'est un modèle qui est assez intéressant déjà pour comprendre toutes les briques dont on a besoin dans une entreprise pour que tout fonctionne bien. Et puis aujourd'hui, en fait, étant donné que le sujet, c'est les clés pour réussir un projet d'innovation, vous allez voir, on va projeter ces différentes briques à l'échelle du projet et voir pour chacune des briques, finalement, je vais faire le zoom sur un piège, un problème qu'on peut rencontrer. Vous verrez, il peut y en avoir plein d'autres. On ne va pas être exhaustif, mais on va déjà essayer de traiter ces 5 problèmes-là. Alors, juste avant du coup qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que, juste que moi aussi, voilà, je sache un petit peu qui j'ai en face de moi, est-ce que vous pouvez simplement me dire rapidement, j'imagine que vous avez tous déjà participé, contribué à un projet d'innovation. Enfin, si vous êtes là aujourd'hui, en tout cas, c'est que c'est probablement le cas. Du coup, juste me dire, voilà, est-ce que vous êtes plutôt contributeur, donc vous avez participé à un projet d'innovation, plutôt pilote, vous étiez en charge d'un projet d'innovation, décideur, si vous étiez plutôt au niveau direction, management, ou simplement vous me dites futur innovateur, si pour l'instant vous n'avez pas eu l'occasion de participer ou de contribuer à un projet d'innovation. Et puis comme ça, je vérifie que tout le monde est clair sur… Ouais, super. Animateur, décideur, directeur, pilote, contributrice, futur, facilitateur, futur. Oula, ça va très vite, décideur, décideur. OK. Tout ça, OK, super. Bon, du coup, on a quand même pas mal de pilotes contributeurs, quelques décideurs et quelques futurs innovateurs. Bon, c'était voilà, juste aussi pour m'assurer que ça allait pas mal résonner, puisque voilà, si je vous parle de choses et que vous n'avez jamais vécu ces situations, parfois ça peut sembler pas forcément très clair. OK, bon, bah super.
Bon, a priori, ça devrait résonner, mais vous verrez de temps en temps, je vous poserai la question, voir si c'est des choses que vous avez rencontrées ou pas. Il peut aussi qu'il y ait des éléments voilà, que vous n'avez jamais eu, ou bien vous avez une super organisation, ou bien vous êtes des champions. Mais voilà. Ouais, j'ai encore des réponses. OK. Bon, en tout cas, on a quand même plutôt des personnes concernées. Donc déjà, bonjour à tous. Il y en a que je vois qui nous rejoignent encore. Donc c'est parti. Donc on va commencer à zoomer là sur la première brique qu'on a appelée la partie stratégie. Donc projeter de nouveau à l'échelle du projet d'innovation, puisque c'est vraiment cette maille qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être vraiment toute cette partie cadrage, pilotage du projet d'innovation. Alors, déjà, un des constats qu'on fait, c'est souvent quand on arrive sur ces phases-là de cadrer un projet d'innovation, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire que cadrer un projet d'innovation alors que par définition, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas forcément ce qui va sortir, on ne sait pas trop ce qu'on en attend. Et puis, en fait, justement, l'objectif, c'est d'arriver quelque part, c'est de définir cette destination. Du coup, il y a deux manières de prendre le sujet. Ou bien, d'un côté, on se dit, il y a tout un monde des idées reçues autour de l'innovation sur le fait qu'il ne faut surtout pas trop cadrer, il ne faut pas brider, il ne faut pas trop refermer, il faut garder les champs très ouverts. Et on arrive à des situations parfois assez extrêmes où, en fait, on ne cadre pas du tout. Donc, en fait, on laisse assez ouvert le champ de l'innovation. Enfin, le champ du projet sans être très précis sur ce qu'on en attend ou ce qu'on cherche à faire. Et généralement, ce à quoi on arrive en sortie, c'est un désalignement assez fort entre finalement ce qui était attendu, la raison pour laquelle à l'origine on a voulu lancer tel ou tel projet ou ce qui se cachait derrière, et puis les résultats concrets auxquels on arrive à la fin de la démarche. Vous allez me dire, est-ce que c'est un problème en soi ? Si tout le monde est d'accord si tout le monde est content à la fin, ce n'est pas un problème en soi. Mais bien souvent, ça crée de la frustration puisque d'un côté, on va avoir des personnes qui étaient peut-être à l'origine ou qui avaient peut-être fait émerger ce besoin de lancer telle ou telle démarche d'innovation et qui ne se retrouvent pas du tout dans les sorties ou dans les résultats. Et puis de l'autre côté, on a une équipe qui a cravaché, qui a tout donné, qui est convaincue que ce qu'elle a proposé, ça a vraiment de la valeur et généralement ça en a, et qui se retrouve face à finalement un mur et dit non, ce n'est pas du tout ça qu'on attendait. Donc, il y a ce risque-là quand on est finalement dans cette option ne pas cadrer. Et puis, très vite, ça peut partir dans tous les sens. Et puis, de l'autre côté, on a l'autre approche qui va être trop cadrée. Trop cadré. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est une entreprise où on donnerait comme brief ou comme à l'équipe qui est en charge du projet. Voilà, donc il va falloir concevoir un service à destination de tel client qui permettrait de faire ci et ça pour qu'ils aient accès à tel type d'informations et qui ressemblerait à tel service qui a été d'ailleurs développé par tel acteur, etc. etc. De l'autre côté, on a plutôt des briefs du type l'usine 2.0 ou le jumeau numérique ou enfin des choses, des champs qui sont finalement assez larges et du coup pas très orientés. Donc déjà, est-ce que vous vous reconnaissez d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ou bien avec des démarches ou des initiatives d'innovation qui sont très larges, très peu cadrées, où on a voilà, quelques mots, l'usine, le drone, la diversification, la différenciation, etc. Et puis de l'autre, des briefs qui peuvent être parfois trop cadrés, où finalement l'équipe d'innovation n'a plus forcément de valeur ajoutée, parce qu'en fait, on a quasiment fait son boulot à sa place quelque part. Est-ce que vous pouvez juste me dire, est-ce que ça ressemble plutôt de l'un côté, de l'autre ? Je vous invite juste à répondre là sur l'onglet conversation pour dire à quoi ça ressemble chez vous. C'est comme tout, il faut un juste milieu. Ouais, je m'y retrouve. Ça dépend des fois, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, trop cadré, ne pas cadrer. Bon, voilà. Enfin, on a vraiment les deux cas de figure, beaucoup de pas cadré du tout, un peu des deux, trop cadré. OK. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être des choses
ma fonction, c'est plutôt de casser les cadres, trop cadrer. OK. Bon, voilà. En tout cas, on sent qu'on est souvent cadré sur le quoi, trop cadré, pas sur le pourquoi. Ouais, bon, bah, très bien. On y vient tout de suite, Clémence, pardon. Mais donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a un peu ces deux extrêmes et finalement, c'est difficile de trouver la juste mesure entre ces deux situations. Donc, avant de rentrer là dans les solutions ou les clés, juste pourquoi finalement ça coince. C'est intéressant de se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se cache derrière. Et en fait, on se retrouve un peu avec deux mondes qui ne parlent pas tout à fait la même langue, qui ne parlent pas tout à fait le même langage. On va avoir d'un côté le monde du management, la direction, la stratégie, qui sont plutôt dans ce que nous, on pourrait appeler des modes de conception réglée. Donc, ça va peut-être résonner dans les têtes de certains d'entre vous. Mais en gros, on est plutôt dans des situations où on essaye de gérer, maîtriser, manager, superviser. Et donc, on va être plutôt dans des logiques où on va piloter avec des objectifs, on va essayer de maîtriser ce qu'on appelle QCD, coût, qualité, qualité, coût, délai. On sait exactement ce qu'on attend de chaque acteur, on s'assure que chaque acteur délivre bien ce qui est prévu, etc. Et puis, on a de l'autre côté ce que j'appelle le monde de l'innovation, où là, on est plutôt au niveau dans des problématiques avec plus d'inconnus. Où on ne sait pas exactement effectivement où on veut arriver et où l'objectif, c'est justement de le définir, de se dire qu'est-ce que ça serait que cette destination, qu'est-ce que ça serait que ce nouveau produit, ce nouveau service, ce nouveau modèle de fonctionnement, etc. Donc, ça, c'est entre guillemets un petit peu ce qui est à l'origine du fait qu'on a deux mondes qui ne parlent pas le même langage, qui ne se comprennent pas forcément. Et donc, du coup, on a côté management, puisque la partie qu'on va appeler stratégie ou cadrage, elle est souvent plutôt portée de ce côté-là. On va avoir deux cas de figure. Ou bien un management qui va, entre guillemets, démissionner parce qu'on lui a dit il ne faut pas se mêler d'innovation, ou alors qu'ils n'y connaissaient rien, ou qu'il fallait surtout pas trop brider, il ne fallait pas, etc. Et donc, du coup, qui va laisser finalement un champ assez large, mais qui ne va pas forcément bien contrôler ce qui va se passer et voire parfois qui va se sentir pas trop concerné finalement par ces sujets-là. Ou bien on est dans l'autre cas où on essaye d'appliquer et de revenir aux situations qu'on connaît, c'est-à-dire des situations en maîtrise, où on sait où on va et où on va avoir un manager, un directeur, la stratégie, etc., qui va essayer de spécifier au maximum ce qu'il attend d'innovation. Donc, qui va quasiment faire les spécifications du projet et qui va du coup quasiment se substituer à l'équipe d'innovation ou aux équipes projet qui va se retrouver plutôt finalement dans une posture d'exécution. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe quand on essaye de comprendre derrière et finalement comment est-ce qu'on sort un peu de ce dilemme. Et donc, je vais pas mal rebondir sur ce que Clémence proposait tout à l'heure. Effectivement, ah oui, donc juste, donc c'est ce qu'on appelle le dialogue de sourds quand on reste bloqué un peu dans cette incompréhension. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant là pour essayer de prendre un petit peu de recul, c'est de sortir d'un mode de cadrage qui est dans le quoi, donc dans la solution. Qu'est-ce qu'on veut faire, quel produit, quel service, quelle innovation, et d'essayer de remonter un cran au-dessus et de rentrer plutôt dans le pourquoi. Finalement, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui fait qu'il faut lancer telle ou telle démarche, tel ou tel projet. Et donc là, ça devient assez intéressant pour plusieurs raisons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout parler du quoi, hein, parce qu'il peut très bien y avoir un feeling. Par exemple, si on prend une entreprise qui se dit « Ok, on fait le pari, il faut qu'on aille sur le jumeau numérique parce qu'on considère que en fait, la situation actuellement, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans notre périmètre, qui arrivent avec des produits qui sont peut-être moins chers. Il y a une commoditisation finalement de notre industrie. Et nous, du coup, il faut qu'on arrive à se différencier pour tirer notre épingle du jeu. Et on se dit que le jumeau numérique, ça pourrait être une bonne manière pour proposer une offre plutôt intégrée qui permettrait d'avoir un peu plus de valeur ajoutée, etc. etc. Et donc, du coup, on se dit, OK, intéressant d'avoir le cadre, le pourquoi, parce que d'une part, les équipes, forcément, elles sont en meilleure compréhension, elles sont plus autonomes, parce que finalement, innover, quand on mène un projet d'innovation, en fait, on passe son temps à prendre des décisions. On passe son temps à décider de réouvrir, d'aller envisager des nouvelles pistes qui n'étaient pas forcément dans le champ de départ, ou à refermer, c'est-à-dire à éliminer tout un tas d'options qui nous semblent pas pertinentes. Et vraiment, on passe son temps à faire ce qu'on appelle les diamants, donc à ouvrir, refermer, ouvrir, refermer. Et pour prendre toute cette série de décisions,
En fait, plus on a de contexte, plus on est clair sur ce qu'on cherche à faire, plus on est clair sur les enjeux qui se cachent derrière, plus en fait l'équipe, elle va être autonome et va pouvoir prendre des décisions pertinentes. Si vous donnez à votre équipe simplement le « OK, faites un service basé sur le jumeau numérique », bon, bah, elle va vous faire un service basé sur le jumeau numérique. Mais tous ces jeux de décision, de réouvrir, refermer, vérifier que c'est bien pertinent, on va perdre toute cette valeur ajoutée de l'équipe. Et puis surtout, à la fin, on peut très bien imaginer que la solution, qu'en avançant, en explorant, l'équipe revienne vers la direction, vers le management, en disant bon, écoutez, votre idée de jumeau numérique là, pour la différenciation, ça ne marche pas. En gros, nous, on a exploré le sujet. La jumeau numérique, c'est super intéressant pour plein de choses. Ça peut nous permettre de gagner de l'argent, de réduire les coûts sur la partie plutôt maintenance, sur les installations qui sont déjà chez nos clients. Donc, ça a plein d'intérêts, mais pas la différenciation. Et puis, par contre, on s'est pas mal intéressé du coup à ces enjeux de différenciation et comment est-ce qu'on pouvait se positionner dans ce monde-là. Et là, par contre, il faudrait plutôt jouer sur tel ou tel autre levier. Et donc, en fait, en apportant et en donnant ces enjeux-là, ça donne aussi la liberté à l'équipe voilà, de faire ses pivots, de revenir avec d'autres suggestions, d'autres propositions. Donc, de nouveau, ça peut paraître assez basique, mais quand on est sur des modes projets relativement classiques, on va très rapidement retomber dans ces logiques de spécifier, cadrer le quoi, alors qu'en fait, en innovation, plus qu'ailleurs, on va dire, même si c'est toujours pertinent, mais ici encore plus que sur d'autres sujets, c'est vraiment le pourquoi, les enjeux, les attentes. Qu'est-ce qu'on attend de cette initiative d'innovation qui est pertinent. Donc, du coup, simplement, donc là, voilà. Donc une des clés là qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de s'aligner sur les enjeux. En tout cas, vous, si vous êtes aujourd'hui là dans un projet, de bien vous assurer que d'une part, vous êtes au clair de votre côté sur quels sont les enjeux auxquels est censé répondre votre projet et pas juste les enjeux, on va dire, à maille micro, mais vraiment à l'échelle de votre entreprise. Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de votre entreprise si vous n'y parvenez pas? Quelles sont les conséquences? Quels sont les risques? Quels sont les bénéfices qui sont attendus, etc. Et puis surtout, de vous vérifier que ces éléments sont bien alignés avec ceux de votre manager, de votre responsable, votre directeur, etc. J'avance un petit peu, on me dit que je suis en retard. Donc, du coup, quelques éléments sur nous, ce qu'on a développé autour de ça, puisque bon, c'est bien beau de se dire oui, il faut bien clarifier les enjeux, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas toujours très facile de le faire. Donc, en gros, nous, on a développé quelques petits outils. Donc, tout ce qu'on a développé autour des profils d'ambition, qui sont en fait une sorte de proxy qui permettent d'expliciter les enjeux, les attentes autour de l'innovation. La notion d'innovation gap qui permet en fait justement de faire, de mesurer, d'évaluer l'écart entre les enjeux, les attentes et puis le projet, où est-ce qu'on en est, ce qu'on a fait ou le portefeuille d'innovation si on regarde à l'échelle d'une entreprise, et des formats d'ateliers qui permettent d'animer ces discussions et de vérifier qu'on se comprend bien sur toutes ces attentes. Là-dessus, il y a du coup deux types d'interventions que nous, qu'on propose. Hein. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'Innovation Starter, donc là qui est vraiment à la maille du projet, donc s'aligner sur les objectifs et attentes avec les bonnes personnes, donc avec la personne qui est détentrice de ces enjeux. Et puis de l'autre côté, l'Innovation Strategy Sprint, qui est plutôt à l'échelle de l'entreprise, donc construire la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment sur ce premier piège qui est clé dans un projet d'innovation. J'avance un petit peu. Toc. Oups. Deuxième activité sur laquelle on voulait zoomer, qui était la partie exploration. Cette partie exploration, on va aller directement au piège. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand on lance un projet d'innovation? En fait, le projet se lance à partir du moment où il y a une idée. On a une sorte d'équivalence où on se dit, un projet d'innovation, c'est une nouvelle idée. Mais concrètement, quelles sont les conséquences ou les résultats de cette vision de projet d'innovation égale une idée? D'une part, si ce n'était pas la bonne idée, le projet s'arrête et c'est terminé.
parfois, on se rend compte qu'au bout de, je ne sais pas, 6 mois, 3 personnes à temps plein et puis quelques dizaines de milliers d'euros, en fait, on a fait fausse route, que ce n'était pas comme ça qu'il fallait attraper le sujet, qu'il fallait prendre la problématique et il faut tout recommencer du début. Autres risques que je trouve aussi assez intéressants, c'est le côté, en fait, on lance rien. Enfin, le projet ne peut pas exister dans l'organisation tant qu'on n'a pas la bonne idée. Et donc, même si on sent qu'il y a des choses à faire sur un sujet, on attend des collaborateurs qu'ils aient bien clarifié leur idée, sauf que vu que le projet n'existe pas, ils n'ont pas le temps de clarifier l'idée. Et donc, du coup, le projet ne se lance jamais. Ou alors, quand il se lance, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on a déjà vu que ça y est, le concurrent a lancé tel ou tel projet. Et donc, du coup, en fait, on s'est fait doubler, puisqu'en fait, le moment où on se dit « OK, on peut lancer le projet », c'est que ça y est, l'idée existe quelque part. Et généralement, c'est déjà un petit peu trop tard. Donc, qu'est-ce qui se cache en fait derrière pour moi cette problématique? C'est deux visions en fait de l'innovation. Et notamment, ce terme idée, pour moi, il est quand même très piégeux, c'est le cas de le dire. C'est parce que derrière l'idée, on met toute cette imaginaire de l'apparition, l'émergence un petit peu magique. On dit trouver une idée, par exemple, ou collecter, trier les idées, comme si les idées en fait existaient déjà et qu'il suffisait d'aller les chercher, de les trouver et de les manipuler. Il y a un peu cet imaginaire du moment Eureka. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais on a pas mal d'entreprises où le process innovation, il commence avec l'idée. C'est-à-dire que quand il y a des slides où on présente le processus innovation, le point de départ, c'est l'idée du collaborateur. Donc ça, c'est assez révélateur en fait sur la manière dont on lit, dont on comprend l'innovation dans une entreprise. C'est-à-dire on considère qu'il n'y avait rien et hop, magie, une idée apparaît et ça y est, on peut lancer le projet. Et en fait, cette vision, en plus d'être un petit peu erronée, on y reviendra, elle enlève finalement toute maîtrise ou toute action possible sur le avant, enfin sur le comment est-ce qu'on fait finalement pour avoir ces idées, pour qu'elles émergent, toute maîtrise en fait sur le phénomène d'émergence des idées. Et justement, c'était d'ailleurs un des points de départ de l'équipe de recherche là, des mines qui a pas mal travaillé fin des années 90 sur ce sujet-là, qui se disait mais qu'est-ce qui se passe en fait? Avant, il n'y a pas d'idée. Après, il y a une idée. Quel est ce phénomène qui nous fait passer de rien à une idée? Et donc, notamment, ils ont pas mal modélisé tous ces raisonnements-là. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'ils ont proposé dans leur modèle, théorie CK pour ceux qui connaissent, c'est en tout cas de se dire que ce n'était pas magique, bien évidemment, et qu'en fait, c'était un processus et qu'il pouvait y avoir un processus d'exploration qui permettait en fait d'amener à l'idée et où finalement l'idée, c'était le résultat de ce processus, de cette activité. Donc ça, super important d'essayer d'arriver à se défaire un petit peu de ce mythe de l'idée, de innovation égale idée, puisque tant qu'on raisonne comme ça, en fait, on passe complètement sous silence cette première étape, cette première phase, qui est cette phase d'innovation. Donc, bien évidemment, on n'aura jamais la maîtrise totale de ce processus. Il se passe quand même des choses un peu dans nos cerveaux, mais finalement, tout comme si je compare au marketing ou à la vente, on n'a pas la maîtrise totale de ce qui se passe chez des clients ou sur la décision d'achat d'un prospect, etc. Mais en tout cas, le fait de le comprendre et de le faire exister en tant que processus, ça nous donne accès à pas mal de choses. Exactement, on ne va pas dire qu'on va tuer la sérendipité, mais en tout cas, le fait d'essayer de comprendre ce qui s'y passe, ça nous donne des clés et des leviers pour justement booster cette sérendipité. C'est-à-dire qu'on va continuer à exploiter ce phénomène, mais on va essayer de le booster. Et comment? Déjà en s'autorisant en fait à mener cette phase et à faire exister cette phase dans l'organisation avec d'une part des étapes d'exploration, de cartographie des champs des possibles. Donc si je fais le lien avec ces cas, c'est là où on voit apparaître l'espace des concepts. C'est de se dire en fait on n'est pas obligé d'attendre que l'idée soit là pour lancer le projet, on peut déjà commencer à regarder tous les types d'idées, tous les champs qu'on peut identifier. Et puis de l'autre côté, commencer à investiguer en fait un nouveau domaine, un nouveau champ d'innovation, puisque par définition, c'est un champ qui est plutôt nouveau pour l'organisation, pour l'entreprise, et que vous ne connaissez pas très bien. Et donc, c'est même, je dirais, quasiment un petit peu naïf de se dire que on attend l'idée pour se lancer, parce qu'en fait, il y a de grandes chances que cette idée soit pas la bonne, vu que vous n'êtes pas du tout expert ou connaisseur encore de ce nouveau monde. Donc,
à quoi ça sert en fait de s'autoriser à avoir une phase d'exploration en amont? Déjà, ça permet d'avoir plus d'idées et donc déjà de multiplier les chances de tomber sur la bonne. Et puis souvent d'avoir des idées de meilleure qualité, puisque au lieu de partir sur la première idée sur laquelle on est tombé, alors qu'on connaissait probablement pas grand-chose au sujet, on se donne un petit temps, voilà, pour monter en compréhension, monter en compétence sur ces sujets-là. Donc là, simplement, la clé, c'est s'autoriser à se prendre ce temps-là avant de se lancer. Un petit exercice assez simple que vous pouvez faire, même si le projet est déjà lancé, etc., c'est de vous poser la question des pistes que vous avez laissées de côté en avançant dans le projet. Tout simplement, enfin avec votre équipe, ou si vous êtes manager, demandez à votre équipe en fait d'expliciter les pistes que vous avez laissées de côté en disant non, elles n'étaient pas intéressantes pour telle et telle raison. C'est assez intéressant parce que déjà ça force à les faire apparaître, alors que parfois il y a tout un tas de choix qui ont été faits de manière assez implicite et on n'est pas très au clair sur pourquoi on est allé dans cette direction plutôt que dans une autre. Et puis en plus, ça permet de se reposer la question. Souvent, nous, quand on intervient dans des entreprises, je pose un petit peu la question en disant, mais du coup, donc, généralement, quand j'arrive, le projet ne se passe pas très bien. Et je me demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti sur telle ou telle solution, telle ou telle piste? Et puis, j'ai des réponses qui, finalement, sont assez marrantes, entre guillemets, du type, une startup nous a contactés, donc du coup, on s'est dit qu'on allait partir là-dessus, ou on est tombé sur cette solution dans tel ou tel salon, ou notre chef, il est convaincu que c'est ça qu'il faut faire, donc du coup, on est parti dans cette direction. Du coup, vraiment, de faire ce petit exercice, ça ne prend pas trop de temps et ça permet parfois déjà de faire réapparaître tout un tas de décisions et de se reposer la question de est-ce qu'on a pris les bonnes directions, ou de réouvrir des pistes qu'on aurait peut-être les laissées de côté. Ça peut être assez rapide, cette phase d'exploration, et puis parfois, ça peut faire économiser jusqu'à 6 mois de projet, parce que on s'est posé, ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines, selon les enjeux du projet, simplement de se poser ces questions-là. Très concrètement, côté Steam, donc s'il y en a qui nous connaissent, vous avez probablement déjà entendu parler du coup de la méthode CK, mais nous, ce qu'on utilise pas mal pour structurer, piloter en fait cette phase d'exploration, c'est la méthode CK. On vous donnera pas mal de petites ressources par mail à la fin du webinaire si vous voulez creuser. Mais donc, cette méthode CK qui est une manière vraiment de forcer un peu cette exploration, d'ouvrir ces différents champs d'innovation possibles, d'aller chercher les connaissances et acquérir en fait une meilleure compréhension du sujet ou du champ d'innovation qu'on explore. On a bien sûr des formats d'ateliers qui permettent d'impliquer les bons experts, les bons décideurs dans cette démarche-là d'exploration. Et en sortie, on a du coup des nouvelles pistes d'innovation qui sont du coup priorisées, validées et puis souvent déclinées sur des plans d'action. Très concrètement, comment ça se traduit? Je vous donne à chaque fois aussi à quoi ça correspond parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui sont un petit peu perdus dans ce qu'on fait. Mais du coup, c'est des phases d'exploration qui peuvent avoir lieu ou bien à l'échelle du projet qu'on appelle plutôt CK Design et on va plutôt chercher à aller générer, identifier des pistes de solutions nouvelles. Ou bien quand on est vraiment à l'échelle de l'entreprise, que nous on appelle plutôt CK Explore, où on va essayer de cartographier finalement l'ensemble des champs d'innovation d'une entreprise, secteur ou industrie. Donc voilà, sur ces cas, je ne m'étends pas beaucoup sur le sujet parce que je sais que c'est des choses que beaucoup d'entre vous ont déjà vues ou eu l'occasion de voir. Mais voilà, très important de faire exister en fait cette phase d'exploration au début de vos projets. Troisième phase, alors la phase justement que nous on appelle Assess, qui est une phase qui est un peu coincée en fait entre ce fameux moment où on se dit nouvelle idée, nouveau projet, et où un projet sort de terre, et le fameux go no go on lance le projet à grande échelle, où on déploie l'innovation, etc. Donc voilà, cette phase qu'on nous on appelle Assess, c'est cette phase qui est coincée entre les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement quand on arrive dans ces phases-là? C'est-à-dire que bon, voilà, les projets, l'innovation a été plus ou moins définie et on se dit, bon, avant de décider si on y va ou pas ou de faire ce fameux go-no-go, il y a une sorte
d'automatisme dans beaucoup d'entreprises, c'est « Oh, il faut faire un prototype ». Alors bon, sur les entreprises, on avait il faut faire un POC, il faut faire un test marché, il faut faire… Voilà, il y a… Peu importe finalement, mais il y a vraiment un automatisme et même parfois la phase, si on regarde les process d'une entreprise, s'appelle prototypage. Il y a vraiment, OK, innovation, il faut faire un prototype. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il en sort généralement de cette phase? Un prototype. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez dire: «Bah oui». Mais donc généralement, on se dit: «L'objectif, c'est faire un prototype», donc on se retrouve avec un prototype et donc on va avoir des sorties du type: «Bon, ça marche pas» ou bien: «Finalement, c'est trop coûteux». Bon, alors du coup, on élimine, mais on a mis, de nouveau pas mal, généralement, c'est des prototypes qui sont quand même un petit peu, un petit peu avancés, assez techniques et au bout de 6 mois, on se dit: «Bon, ça marche pas, c'est trop coûteux». Ou alors de l'autre côté, on a fait le prototype, mais on ne sait toujours pas si c'est vraiment une bonne idée ou s'il faut le lancer. Donc, on a une équipe, 6 mois, quelques dizaines de milliers d'euros plus tard, et on a ce genre de sortie ou ce genre de résultat. Si on projette ça en fait à l'échelle d'une entreprise, on se retrouve avec ce que moi j'appelle des usines à POC, c'est-à-dire des équipes qui sont parfois dédiées ou des labs, et on a plein de prototypes, des très beaux innovation showrooms ou innovation days selon les entreprises, et un taux de conversion assez proche de 0. Donc, très loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas faire de prototype, ce n'est pas du tout mon propos. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui réagit en disant le but, c'est de tester le proto auprès de clients ou d'utilisateurs. On y vient, on y vient tout de suite. Mais le sujet sur lequel moi je veux mettre le doigt, c'est un peu cet automatisme de dire OK, on fait un prototype et on lance un prototype. Alors, en quoi finalement c'est un problème, et même chose, je vous laisserai réagir, voir si ça résonne, et bien évidemment qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins matures sur ces sujets, donc voilà, mais pour moi, le problème, c'est pas le prototype en soi, c'est juste qu'il y a un tout petit détail qui crée pour moi un gros malentendu. C'est une certaine confusion en fait entre la fin et les moyens. La fin pour moi de cette phase-là, et vous avez vu d'ailleurs, je ne l'appelle pas cette phase prototypage ou expérimentation ou test. Pour moi, la fin au sens l'objectif de cette phase, c'est réduire les incertitudes pour être en mesure de décider, c'est-à-dire pour être en mesure d'apporter une réponse à cette question du go-no-go du projet. Est-ce que oui ou non, l'entreprise doit investir du temps, de l'argent, etc., dans cette voie-là, dans cette innovation. Et en innovation, c'est d'autant du coup plus important ou plus vrai que les incertitudes dans le cas d'un projet d'innovation sont assez importantes, plus que dans des projets finalement assez classiques. Et côté moyen, finalement, oui, bien évidemment, on peut se dire qu'on va faire un prototype, et finalement, le prototype, c'est un moyen de réduire certaines incertitudes. D'ailleurs, il y en a d'autres, des moyens. Il y a d'autres manières que de faire des prototypes pour réduire les incertitudes. Et si on reste là sur le prototype, il y a deux types de prototypes. Il y a le prototype qu'on utilise de manière assez classique dans des projets plus traditionnels, et où finalement les incertitudes ne sont pas si importantes. Et en fait, ce qu'on va chercher à valider, à vérifier, c'est que tout se passe bien comme prévu. J'appelle ça plutôt des prototypes de validation. En gros, c'est des gros projets, et quand on arrive à la phase de prototypage, c'est déjà des gros montants, des gros investissements, et on croise les doigts pour que tout se passe bien comme prévu, et on est content s'il n'y a rien qui casse et si on peut vérifier que ça fonctionne bien. Et puis, il y a le prototype qu'on utilise plutôt dans les phases amont d'innovation, qui est plutôt celui dont moi je parle là, qui est plutôt un prototype qui est là pour apprendre, qui est là pour tester les hypothèses, et où là, finalement, peu importe ce qui en sort, on est content. Parce qu'en fait, le but, c'était d'apprendre. Donc, ou bien on se dit chouette, ça ne marche pas, ou l'hypothèse qu'on avait faite n'est pas validée, et du coup on a économisé de l'énergie à l'entreprise en éliminant cette voie relativement tôt, et donc on est content d'avoir tué cette direction, cette voie, cette option.
Ou bien on se dit, bah, chouette, c'est validé, ou on a appris quelque chose qui nous a ouvert une nouvelle direction, et on augmente, entre guillemets, notre niveau de sérénité ou notre niveau de confiance pour se dire que le potentiel de telle ou telle innovation est intéressant. Et du coup, donc ça, c'est important d'avoir bien en tête la distinction entre ces deux prototypes où les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Moi, là, quand je vous parle plutôt donc, des prototypes qu'on utilise sur des innovations où il y a des incertitudes assez importantes. Et du coup, pour moi, le piège, c'est ce que j'appelle la prototitite aiguë. C'est un peu ce côté automatique de faire des prototypes en considérant quasiment, dans certains cas, que c'est la fin en soi, et en oubliant un petit peu quel était l'objectif du départ. Donc, dans certains cas, ce n'est pas le cas. Quand vous dites, bah, voilà, nous, on veut tester le proto auprès de clients, ça veut dire qu'on est quand même assez clair sur ce qu'on cherche à faire. Mais il y a pas mal de cas où, quand on creuse un petit peu, voilà, moi, je pose la question à certains clients, certains prospects avec qui je discute, mais pourquoi vous avez fait ce prototype? Bah, pour tester. Mais pour tester quoi? Bah, tester, voir si ça marche. Mais tester, voir si quoi marche? Bah, si la solution fonctionne. Oui, mais quelle partie de la solution? Parce que bon, le fait que telle ou telle solution, telle partie de la solution fonctionne, ça vous le savez déjà. Vous le faites déjà aujourd'hui. Donc ça, vous savez déjà que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'exactement vous cherchez à tester? Ou alors de vérifier si les clients le veulent. Oui, mais exactement, s'ils veulent quoi? Quelle est l'hypothèse, entre guillemets, derrière que vous cherchez à valider? Et du coup, en gros, ce que j'appelle le secret là, c'est de remonter d'un cran, en fait, de dire, mais attendez, l'expérimentation, c'est le moyen, remonter à quelles sont les incertitudes que je cherche à évaluer, que je cherche à tester ou à réduire. En gros, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de décider? Qu'est-ce que je cherche à apprendre? Et en fait, plus on est précis sur ce qu'on cherche à apprendre, ce qu'on cherche à tester, ce qu'on cherche à évaluer, plus en fait, vous allez appeler peut-être le prototype, mais ça peut être d'autres types d'expérimentation, va être finalement ciblé et donc potentiellement beaucoup moins coûteux. Et on va pouvoir être beaucoup plus précis sur ce qu'on apprend. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne va pas pouvoir s'épargner le fait quand même de tester que l'ensemble fonctionne. Oui, à un moment donné, on va devoir le tester. Mais ce genre d'expérimentations qui sont assez longues, assez coûteuses, doivent intervenir quand le niveau d'incertitude est déjà très bas. Puisque, en fait, si on joue un petit peu avec ces notions-là, il faut que le niveau d'investissement de votre expérimentation soit inversement proportionnel à votre niveau d'incertitude. Donc, en gros, si je simplifie, se dire grosse incertitude, petit test très léger qui commence à me donner quelques éléments, quelques briques, quelques informations. Parce que s'il y a énorme incertitude et que tout de suite je me lance dans un projet d'1 an, il y a des énormes risques que ce soit du gaspillage. Par contre, quand j'arrive à la fin, dans la partie aval de mon projet, où comme on a quand même une conviction assez forte que telle ou telle innovation a du potentiel, oui, là, on peut se permettre effectivement de lancer des expérimentations beaucoup plus conséquentes. Et donc, vraiment, pour moi, une des clés ici, c'est d'être assez précis sur quelles sont ces fameuses incertitudes que l'on va essayer d'aller tester. Et en fait, quand on va faire cet exercice-là, on ne va pas uniquement être sur des incertitudes techniques, mais on va aussi être beaucoup plus large. Je vous donne un exemple très, très concret. Une entreprise du monde du packaging, voilà, qui avait testé super concept pour repenser le packaging, avoir des gains en termes de coûts assez énormes, mais qui du coup nécessitait de modifier en fait certaines parties du packaging. Et donc, ils ont fait 6 mois, ils ont fait tous les tests techniques, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on peut le fabriquer, est-ce que c'est industrialisable. Ils ont travaillé avec le marketing, ce qui n'est déjà pas toujours le cas, donc déjà intéressant, pour construire le discours marketing pour les clients, voir comment est-ce qu'on allait pouvoir présenter les bénéfices, etc. Et en fait, ils n'avaient toujours pas parlé à un seul client pour vérifier, ne serait-ce que si les gains qui étaient proposés semblaient pertinents et les concessions que leurs clients étaient peut-être prêts à faire pour accepter ou pas ces évolutions du packaging. Et donc, c'est-à-dire qu'on a investi 6 mois dans une piste alors que peut-être que
voilà, juste en passant un coup de fil, en appelant, en utilisant une interaction avec tel ou tel client avec lesquels ils avaient déjà d'ailleurs des partenariats innovation, ils auraient peut-être déjà pu ou bien éliminer en quelques heures complètement la piste, ou bien avoir une conviction, enfin une certitude un peu plus forte qu'il y avait du potentiel. Donc, de nouveau, ça peut sembler évident, dire bah oui, évidemment, moi je sais pourquoi je fais un prototype, c'est pour tester. Mais la question n'est pas c'est pour tester, mais c'est pour tester quoi? Est-ce que ça déjà, donc je voyais Edouard qui réagissait, donc maladie très contagieuse. Est-ce que cette question du quoi, est-ce que c'est si vous l'appliquez là sur les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler aujourd'hui avec vos équipes ou avec vos collaborateurs, est-ce que vous arrivez à être très clair sur exactement ce que vous cherchez à apprendre, à tester, à évaluer? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, pour l'instant, c'est encore assez macro, du type j'essaye de voir, de tester si les utilisateurs le veulent ou j'essaye de tester si ça marche? À quel niveau, entre guillemets, de granularité vous êtes et est-ce que c'est des choses qui résonnent pour vous? Très macro encore, ouais. Je vois que quelqu'un a levé la main. Alors moi, je n'ai pas forcément la main, mais c'est peut-être c'est plus simple pour moi, en tout cas, en interaction écrite. Le POC comme fin en soi, ouais, ça résonne très bien. OK, top. Merci pour vos retours. En tout cas, moi, ça m'aide de voir si je parle toute seule ou pas. Très orienté faisabilité, je teste si ça marche, test and learn. OK. OK, bon, top. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un point, en tout cas, qui, je pense, peut être assez clé pour, dans la manière d'aborder et d'appréhender cette phase-là, que nous, on appelle du coup assess. Je le garde à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'évaluer, de réduire les incertitudes, d'évaluer le potentiel du projet? Tester l'appétence client. Ouais, même chose, voilà, tester l'appétence client, c'est intéressant. Essayez toujours d'être un cran plus précis sur quel est le risque finalement, quelle est la dimension sur laquelle il risque d'avoir un rejet, pourquoi, comment, etc. On a souvent envie de courir, même si on le sait. Ouais, voilà, bon, évidemment. Du coup, là-dessus, donc bon, bah, très concrètement, hein, nous, on a méthodisé, puisque c'est quand même ce qu'on fait, cette méthodologie de réduction des incertitudes. Donc, si certains connaissent le Lean Startup, c'est un petit peu inspiré de certains principes. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, choses itératives, identification des hypothèses, réduction des incertitudes avec des expérimentations à moindre coût, mais étendu en fait à l'ensemble des dimensions. Donc là, je vois qu'il y a François qui dit intérêt marché, faisabilité technique. C'est exactement ce qu'on met derrière T et M, donc technique, marché, qui sont effectivement deux grandes dimensions sur lesquelles on va travailler. Alors, sans rester à ce niveau-là, hein, en étant beaucoup plus précis à l'intérieur sur quelles sont les incertitudes à aller travailler. Et puis R et O, finalement, pour tout ce qui est la partie ressources et organisation. Ressources pour enfin, toutes les incertitudes autour des ressources dont on va avoir besoin finalement pour développer, déployer cette innovation. Et organisation, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi, dans certains cas, des incertitudes sur la capacité de l'organisation à effectivement porter telle ou telle innovation. Et puis du coup, dans cette phase-là, on a tout un tas voilà, d'outils, d'exemples pour vous donner des billes sur mais finalement quel type d'expérimentation je peux mener, parce qu'il y a plein de petits trucs un petit peu malins à faire pour aller plus vite, dépenser moins, etc. Et du coup, même chose que tout à l'heure, hein, on a l'échelle vraiment projet, enfin, on va dire pas projet là, mais intervention assez ciblée où parfois on intervient juste pour aider l'équipe à faire ce diagnostic et à bien identifier les incertitudes du projet, vérifier qu'on n'a rien oublié et qu'on n'est pas en train justement de se précipiter sur le prototype technique alors qu'il y avait peut-être des éléments côté marché à côté desquels on était complètement passé. Et puis le format virtual startup. Donc là, c'est écrit un petit peu petit hein, sur la partie gauche, mais en gros, qui est vraiment une forme beaucoup plus intégrée. Donc, en fait, c'est un programme où on accompagne une équipe de manière accélérée sur toute cette phase de réduction d'incertitude, avec à la fois la partie méthodologie, la partie coaching, et puis où on met en place du coup la partie pilotage, gouvernance qui va bien pour être assez efficace dans cette étape-là. Donc, voilà pour ce qui est de la partie assess. Donc, bien à retenir le côté identifier les incertitudes s'il y a un truc à retenir. J'avance un petit peu. Organisation.
Donc ça, c'était la brique, vous vous souvenez, en bas. Donc là, un des pièges finalement, et je l'ai mis maintenant parce qu'il résonne pas mal en fait avec cette phase Assess, c'est d'essayer de pousser en fait un peu les murs de l'organisation quand on veut lancer un projet d'innovation. C'est de faire rentrer le projet quelque part, parce que bien souvent, ce n'était pas forcément prévu dans le plan annuel de l'organisation, des équipes. Il n'y avait pas forcément d'équipe dédiée là-dessus, etc. Et donc, on se dit, bon, finalement, c'est un projet, hein, ce projet comme un autre. On va lui trouver des ressources, on va trouver une équipe, on va dégager un peu de temps, un peu du 10% par-ci, 5% de telle personne par-là. On va mettre quelqu'un qui va faire le pilotage et puis ça va rouler. Hein. On va mettre ça sur les rails et il n'y a pas de souci. Et au final, on se rend compte que souvent, c'est des projets qui fonctionnent pas si, n'étaient pas si sur les rails que ça. Ça nous arrive souvent, on est en sortie finalement de ce diagnostic projet. On a bien identifié les incertitudes avec l'équipe. On a lancé les petits plans, on a construit les petits plans d'action, etc. Et puis l'équipe dit non, c'est bon, maintenant on est autonome, on sait ce qu'il faut faire, on va y arriver, merci beaucoup, au revoir. Et puis, on les rappelle 3 mois, 6 mois après, disant bon, alors, ça en est où? Vous avez bien avancé? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Et là, il y a une sorte de petit silence un peu gêné. Bon, oui, alors on a fait 2 sessions de travail il y a 3 mois. On a commencé à construire le formulaire et puis voilà. Puis bon, en fait, on n'a pas trop le temps, hein. On n'a pas trop le temps d'avancer là-dessus. Puis c'est pas vraiment la priorité. Enfin, on a plein d'autres projets qui arrivent en ce moment. Donc du coup, forcément, on a dû reprioriser un petit peu les choses. Voilà, l'histoire de ma vie. Ça, c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment les choses qu'on entend beaucoup. C'est-à-dire que sur le début du projet, il y a de l'énergie, etc. Puis on revient et on se dit, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Et généralement, ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un problème d'énergie, ce n'est pas un problème… le but, ce n'est pas de faire culpabiliser les équipes parce que souvent, c'est un peu ce qui se passe. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce genre de problème ne remonte pas, c'est que les équipes ont l'impression que c'est leur faute. Elles se disent, ouais, mais on m'avait dit de le faire, on m'avait donné 10% de mon temps, mais du coup, je n'ai pas du tout réussi, etc., etc. Et donc là, vraiment, c'est tout notre point ici, c'est de dire que c'est un problème organisationnel. C'est pas la faute des équipes, c'est pas la faute de telle ou telle personne qui n'a pas réussi à se dégager du temps, c'est organisationnel. Et puis en plus, on a de l'autre côté parfois quelques champions, quelques personnes ultra motivées qui vivent pour le projet et qui du coup se battent parce que souvent ils sont un petit peu tout seuls. C'est-à-dire que quand ils vont essayer d'aller chercher de l'aide, des ressources, parce que le projet, ils ne vont pas le faire tout seuls, et en fait, c'est eux qui se prennent ces murs-là avec des gens qui disent ah oui, j'aimerais bien t'aider, il a l'air génial ton projet, hein, vraiment, vas-y mon gars, mais là, j'ai pas le temps ou ok, je te le fais dans un mois, ça te va si on voit ça dans un mois? Voilà, et donc du coup, même quand on a des équipes surmotivées, finalement, ça se délie dans des équipes qui vont s'essouffler, qui vont se fatiguer, et puis et on ne va pas y arriver. Exactement, donc là, on va voir le rôle du dirigeant. On y vient aussi. Mais donc, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que si on se dit, on fait comme d'habitude, on prend des ressources, on lance un projet, on fait un kick-off et on met quelqu'un qui pilote. Au bout de quelques mois, je peux pas y mettre ma main à couper, mais dans 90% des cas, le projet n'existe plus. Et personne n'ose dire qu'il n'existe plus parce que tout le monde se sent un petit peu coupable du fait que le projet soit mort. Le syndrome de l'autostoppeur. Bien sympa tant qu'on n'en demande pas trop. Exactement. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière? Parce que je vous disais, c'est organisationnel. En gros, si on va sur le terrain, moi, je vois ça comme une sorte de véritable combat qui va s'engager au quotidien entre les projets qu'on va appeler classiques et les projets d'innovation. En gros, ce projet d'innovation, il va se retrouver en concurrence avec tous les autres projets que les équipes ont à gérer au quotidien. Donc, on a à gauche sur le ring, le projet classique avec des objectifs clairs qui sont bien intégrés dans les roadmaps annuels, des délais serrés, parfois même des engagements clients. Donc, on n'a pas le choix, il faut le faire. Des gens qui sont évalués à la fin de l'année là-dessus, des responsabilités bien identifiées, la personne qui
pilote le projet, c'est directement relié à ses objectifs à elle. Donc, autant vous dire que le projet, elle va le suivre et plus de fois qu'une. Et puis, de l'autre côté, on a le projet d'innovation. Alors, c'est sur le ring à droite, avec un objectif qui est assez flou. Alors, même si on se dit que oui, on voit bien où on veut aller, c'est pas si clair que ça. Il y a pas mal d'incertitudes. On ne sait pas exactement où on va ni comment on le fait. Il n'y a pas vraiment d'engagement formel dans le sens où on en est encore au début. Donc, les engagements, c'est nous qui nous les mettons à nous-mêmes. Une gouvernance qui est souvent peu ou pas définie ou mal définie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé à piloter ce projet, mais il n'avait jamais rien demandé. Lui, il s'en fout un peu finalement que le projet il fonctionne ou pas, et puis lui, il a ses objectifs et ses enjeux à lui qu'il doit de toute façon gérer. Ou si finalement c'est par exemple, si je prends l'exemple d'un département R&D, il y a le manager R&D, lui, il avait déjà sa roadmap, il avait déjà ses objectifs à lui, on lui remet ça par-dessus, il dit bon, oui, ok, pourquoi pas si j'ai le temps. Bon, du coup, résultat du match, il n'y a pas beaucoup de suspense. Victoire par KO du projet classique. Et c'est là qu'on retrouve le j'ai pas le temps, c'est pas la priorité, etc. Là, on me dit, pas si l'équipe projet devient une équipe pionnière qui sert. Oui, alors ça, on y revient, ça va faire partie des solutions, mais c'est bien. Sylvie me fait toutes les transitions. En tout cas, voilà, pour moi, ce qui se cache derrière tout ça, c'est ce que j'appelle la concurrence déloyale, où en fait, on se retrouve avec un déséquilibre énorme à gérer au niveau des équipes opérationnelles, parce que finalement, c'est à elles à la fin, c'est sur elles que ça retombe à la fin d'arriver à arbitrer leur temps entre ces différents projets. Et du coup, alors si vous voulez avoir l'air intelligent en dîner ou en apéro, le terme, on va dire, un peu scientifique qui se cache derrière, c'est ce qu'on appelle l'ambidextrie. L'ambidextrie, finalement, c'est la capacité d'une organisation, en fait, à faire cohabiter ces activités qu'on va appeler d'exploitation et ces activités d'exploration. Donc, exploitation, c'est faire en sorte que le modèle établi fonctionne et performe. Là, on va faire tout ce qui est de l'ordre de l'optimisation, de l'amélioration, on va mener toutes les activités de run. Et puis, exploration, c'est toutes les activités qui visent en fait à réinventer, repenser le modèle, à réinventer, je redis deux fois la même chose, réinventer le modèle. Et en fait, il y a pas mal de friction entre ces deux activités qui se perturbent d'ailleurs l'une l'autre. Et ça va d'ailleurs dans les deux sens. Quand il y a des gens qui font beaucoup d'exploration, en fait, ça vient parasiter l'exploitation parce qu'en fait, on vient remettre en question un peu le cadre et les fondamentaux. Et puis, à l'inverse, l'exploitation vient en concurrence en fait avec tous ces projets d'exploration. Et donc, du coup, le secret, entre guillemets, ça va être ici d'aller protéger en fait ces projets, de recréer en fait les bonnes conditions pour rééquilibrer un petit peu les choses. Alors, rééquilibrer les choses, ça peut passer par les ressources. Donc, ça peut être ou bien avoir des équipes qui sont dédiées. Quand je dis dédiées, c'est au moins à 50% de leur temps. Ou alors, protéger des plages de travail qui sont encadrées. C'est-à-dire que en fait, la décision ne revient pas aux chefs de projet ou aux équipes innovation de faire cet arbitrage. On protège pour eux ces plages de travail. Ça passe par la gouvernance, effectivement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait les bons décideurs qui sont vraiment les détenteurs des enjeux pour qu'eux-mêmes aient un vrai intérêt en fait, à suivre le projet, à faire en sorte que ce projet avance, qu'il soit mis en place avec, voilà, comme vous le savez, ces choses qui doivent, avec des boucles de décision assez rapides, hein, mais vraiment les bonnes personnes dans cette gouvernance. Et puis, en termes de compétences, parce que souvent, on parachute des gens qui n'ont jamais fait de projet d'innovation et on leur dit, allez-y, démerdez-vous. Donc voilà, avoir ou bien formé ou accompagné ou coaché, donner les outils, les méthodes, les approches pour que justement ces personnes qui ne sont pas forcément dans leur zone de confort, on leur donne des clés pour arriver à avancer sur ces sujets qui sont parfois un peu complexes. Donc vraiment là, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger les activités d'innovation, recréer les bonnes conditions pour que ces sujets-là, ils avancent et pas attendre les bras croisés de se dire bon, voilà, c'est bon, le sujet est mort, tout va bien, on en fait un autre et voilà. Donc vraiment, voilà, c'est un sujet qui est organisationnel. Il ne faut pas tout miser sur l'énergie et la motivation des équipes parce que c'est leur faire porter un poids assez lourd. Et à chaque fois que vous entendez « j'ai pas le temps, c'est pas la priorité », généralement, on est plutôt dans ce genre de situation.
Du coup, donc, très concrètement là-dessus, nous, comment est-ce qu'on intervient? On intervient ou bien au niveau, à nouveau, du projet où on crée en fait à la granularité, à l'échelle du projet, cette mini-organisation qui va permettre de faire vivre le projet, de le faire avancer. Et donc, on va vraiment créer cette bulle avec cette petite gouvernance, les ressources, protéger, coacher, donner les outils, etc. Ou bien à l'échelle plutôt, on va dire, organisationnelle dans l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée ou on réorganise la fonction innovation, comment est-ce qu'on crée les bonnes équipes innovation qui ont accès aux bonnes ressources, on met en place le bon comité de gouvernance de l'innovation dans l'entreprise, mais ce sont vraiment les mêmes principes en fait qui se cachent derrière ces éléments. Une équipe innovation ne peut pas prendre toutes les décisions à un moment qu'elle doit pouvoir échanger. Exactement. Et donc voilà, donc quand on parle effectivement de mise en place d'une gouvernance adaptée, on parle à la fois des bonnes personnes et puis des bonnes fréquences de discussion avec, si possible, une équipe de gouvernance, enfin une équipe de pilotage qui a été sensibilisée aux logiques de pilotage dans l'innovation. Et c'est ça qu'on met derrière logique de pilotage. Notamment, on a pas mal souvent de dirigeants qui sont beaucoup dans des logiques de décision au lieu d'être dans des logiques de réduction d'incertitude, etc. Donc, ça, c'était sur cette partie plus organisation. Et dernier élément, qui est la phase du coup Activate. Je vois que le temps, ouais, 12h30. On a bientôt terminé. Donc très rapidement, quand vous avez passé tous ces obstacles, vous avez bien sué, vous en avez bien galéré et vous avez réussi, vous avez gagné entre guillemets, vous avez eu le go de votre directeur qui vous a dit c'est une très bonne idée, allons-y, faisons-le, etc. Vous vous dites bon bah chouette, ça y est, c'est sur les rails, je vais pouvoir souffler un petit peu, c'est un succès. Et puis du coup, vous attendez, et généralement, il ne se passe pas grand-chose. Et généralement, c'est là qu'on retrouve des chefs de projet innovation un petit peu frustrés et désabusés qui nous expliquent que oui, le projet était resté bloqué dans telle instance d'engagement projet parce qu'il fallait telle documentation. Puis en fait, quand on creuse, ce n'est pas juste qu'il était bloqué à cause des process, c'est qu'il y avait une sorte d'absence de prise de décision sur certains sujets, ou alors on a transmis le projet à l'équipe, je sais pas, marketing, commercial, et ils n'en ont rien fait. Et en fait, c'est pas de la mauvaise volonté. De nouveau, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, eux, ils ont tout un mode de fonctionnement où ils avaient besoin d'avoir les spécifications, de la documentation, le discours, des échantillons. Enfin, ils avaient besoin de tout un ensemble de choses pour vraiment arriver à prendre le sujet et aller le vendre chez les clients. Et qu'en fait, ils ne les avaient pas. Donc, du coup, ils n'avaient pas les outils pour avancer. Et donc, ils n'en ont rien fait. Tout ça, c'est surtout vrai quand la zone, ce que j'appelle moi la zone d'atterrissage, elle est dans l'organisation. Parce que quand on est dans le cas d'un projet d'innovation qui a vocation à être spin-offé, développé en externe de l'entreprise, c'est assez évident qu'il va falloir aller travailler, construire cette zone d'atterrissage. Quand la zone d'atterrissage, elle est dans l'entreprise, on crie parfois victoire un peu trop tôt en disant ça y est, c'est bon, le projet est parti, j'ai transmis le bébé, j'ai fait mon boulot. Et là, ça peut être un petit peu d'ailleurs, on ne vous le demande pas explicitement, d'ailleurs on vous dit parfois, on vous dit c'est bon, merci, au revoir, vous avez terminé. Et là, il ne faut pas croire la personne qui vous dit que vous avez terminé votre boulot, il y a encore pas mal de boulot à faire. Donc pourquoi est-ce que ça coince? Ce qui se cache derrière, si on regarde l'organisation comme, on va faire un peu de plomberie là, si on regarde votre organisation comme tout un tas de tuyaux avec des process, des pipes, des projets qui vont dans tous les sens, et qu'on prend le cas d'un projet classique, généralement le projet classique, d'ailleurs, il est déjà dans les tuyaux. Il est rentré par tel ou tel comité, etc. Et puis il suit déjà un process bien défini. Vous, votre projet innovation, il est un peu en dehors des tuyaux, a priori, enfin pas a priori, mais souvent. Et tout le jeu, le but du jeu ici, ça va être de dire comment est-ce qu'on fait le raccordement, comment est-ce qu'on vient brancher en fait ce projet, comment on essaie de le faire rentrer quelque part. On se dit bon finalement c'est pas très compliqué, j'essaie de le faire rentrer dans tel comité ou dans tel roadmap et puis voilà, le boulot est fait, merci, au revoir. Et en fait généralement ça marche pas si facilement que ça parce qu'il ne suffit pas juste de trouver l'endroit où on va le poser, mais c'est que généralement, il y a un certain rejet de la structure pour pas mal de raisons différentes.
Et si on se dit, bah voilà, je vais le mettre dans la R&D ou je vais aller le mettre dans la roadmap de tel ou tel BU, finalement, ça ne marche pas si bien que ça. Et on a ce que j'appelle le dégât des eaux, c'est-à-dire qu'on pensait avoir raccordé, et puis finalement, ça ne passe pas et ça fuite, et le projet n'arrive nulle part. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, même si on a eu le go, même si officiellement le projet est arrivé quelque part, c'est le moment où il ne faut surtout pas lâcher. C'est-à-dire que c'est le moment où vous avez identifié une zone d'atterrissage, soit, déjà, c'est très bien, parfait. Vous avez identifié un endroit dans lequel vous pouvez retomber votre projet. Il va falloir vérifier quelques petits éléments, notamment la maturité. Est-ce que, en fait, le projet, au moment où vous le lâchez, il est à un niveau d'incertitude qui est acceptable par votre organisation. Et ce niveau d'acceptabilité, très différent selon les entreprises, selon les industries. On va avoir des entreprises où finalement quelque chose de assez peu défini, où on a eu juste une démonstration qui avait un potentiel, la R&D va le prendre et va s'en saisir et il n'y aura aucun problème. Et puis des industries où il va falloir avoir tout dérisqué, il va falloir avoir fait tous les tests, l'industrialisation, l'homologation, passer, enfin, tout un tas d'étapes avant d'avoir le droit de lâcher le projet. Donc vraiment la maturité, l'adhésion, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu le go d'une personne quelque part dans l'entreprise que les équipes ou d'autres dirigeants, managers sont convaincus qu'il faut le faire. Donc il y a tout un boulot, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais pour que tout le monde soit convaincu que c'est une bonne idée et qu'il faut y aller. Les compétences, parce que de nouveau, comme on disait tout à l'heure, c'est des sujets qui sont nouveaux, qui ne sont pas habituels pour l'organisation, pour l'entreprise. Et si simplement vous lâchez le sujet en vous disant que oui, les gens ils vont bien se débrouiller avec ça, vous ne vous rendez pas compte que vous, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans que vous baignez dans le sujet. Il y a tout un tas de choses que vous avez compris, que vous avez acquis et qui ne vont pas du tout de soi pour des équipes qui pourraient se retrouver un petit peu à porter les sujets. Et puis en termes de ressources, mais pas au sens ressources humaines, au sens ressources documentation, les inputs, des résultats de tests, enfin tout un tas de documentation généralement. Et là, de nouveau, je ne peux pas vous donner la réponse. Il faut en discuter avec les personnes qui se retrouvent à porter le projet. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'ABAC? Est-ce que vous avez besoin de spécifications techniques? Est-ce que vous avez besoin d'estimation de coûts? Est-ce que vous avez besoin de quoi avez-vous besoin pour pouvoir effectivement récupérer le sujet? Et donc, il y a tout un tas. Alors là, de nouveau, c'est très spécifique à chaque organisation puisque ça dépend de la plomberie de votre organisation. Mais vraiment, votre rôle en tant que chef de projet, pilote, manager, innovation, c'est d'accompagner cette phase d'atterrissage et de ne surtout pas lâcher au moment où on a eu un go de principe ou quand on a l'impression que le projet a été réintégré quelque part au risque d'avoir un dégât des eaux. Est-ce que ça, même chose, ça vous parle? Est-ce que vous avez la sensation que parfois il y a des projets que vous avez peut-être lâchés trop tôt ou vous les avez transmis à une équipe et que l'équipe ne s'en est pas saisie ou ce genre de choses? Parce que je voyais Sylvie qui avait répondu. Est-ce que parmi vous, il y a d'autres personnes chez qui ça résonne? Ah, je le vis tous les jours. Ok, d'accord. Bon, top. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ok. On n'est pas encore à l'étape finale. Ok, bon, du coup, gardez bien cet élément en tête. La consolidation est bâclée complètement. Syndrome voilà, du not invented here, le NIH généralement, rejet de l'innovation. Effectivement. Et souvent, là, le réflexe, c'est de dire ils sont débiles, ils comprennent rien, ils mettent pas de la bonne volonté, etc., etc. Et vraiment, c'est important de se dire, de nouveau, c'est pas personnel. L'objectif, c'est pas de trouver un coupable, mais c'est de se dire quelles sont toutes les conditions à venir remplir, à venir checker pour que le projet aboutisse quelque part et qu'il donne quelque chose. Voilà, le rôle du sponsor, effectivement. Voilà, et donc voilà, là, il y a 3 personnes qui ont essayé et puis finalement, il y a un abandon. Quand l'écosystème n'est pas embarqué. Oui, exactement. Important, là, j'ai mis plutôt adhésion équipe management en interne, mais effectivement, il y a aussi l'adhésion de l'écosystème, notamment quand ça impacte vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. C'est souvent qu'ils sont surchargés par leurs propres tâches. Oui, effectivement. Mais donc, du coup, tout l'enjeu est de faire en sorte que ce projet devienne prioritaire
et que, enfin voilà, de faire passer votre conviction personnelle de l'importance du sujet à vos autres collaborateurs. Et donc, du coup, même chose là-dessus. Donc, nous, on a commencé à construire les typologies des zones d'atterrissage. Dans quel cas il faut faire atterrir le projet en interne, en externe, dans quel type de structure. Des checklists pour se dire, mais finalement, est-ce que j'ai bien vérifié que le marketing avait les bons outils, que j'avais bien rempli tel et tel formulaire, fourni telle documentation, validé tel ou tel test, homologation. Enfin, de nouveau, ça reste très spécifique, mais il y a quand même tout un tas de choses, d'éléments assez génériques qu'on peut vous partager. Et puis, effectivement, la partie adhésion, onboarding, elle est vraiment cœur. Et du coup, ici aussi, il y a des petites techniques pour arriver à embarquer et à faire remonter, enfin, à transmettre en fait cette perception du potentiel d'un projet, d'une innovation. Ouais, ne pas chercher à convaincre, trouver une personne convaincue qui pourra vous aider. Ouais, ok. Le projet doit être copiloté en externe, sinon pas de lisibilité correcte. Bon, là, après, le côté copilotage en externe, ça dépend vraiment des situations, hein. Il peut y avoir des innovations purement internes et puis des cas où effectivement, ça implique d'autres parties prenantes. Et donc là, bon, rien de très nouveau, mais simplement tous ces critères, enfin tous ces éléments, tous ces principes sur le fait de faire de la plomberie là, et de faire le raccordement entre l'innovation et le reste de l'organisation. C'est des principes qu'on retrouve effectivement dans la virtual startup, puisque le but c'est d'accompagner et de faire accélérer le projet jusqu'au bout, jusqu'au déploiement. Et puis effectivement dans tous les principes d'organisation de l'innovation, ou dans tous les process, il ne faut pas juste faire les process internes de l'équipe innovation, mais aussi gérer tous les tuyaux, tous les raccordements vers le reste de l'organisation. Et effectivement, on nécessite l'implication de l'équipe Inno pour être… Voilà. Et donc là, effectivement, on ne lâche pas. Il y a effectivement, quand on rentre un peu dans le détail, toute une phase de transition où on se connecte, entre guillemets, avec les personnes de la zone d'atterrissage. On est en collaboration pendant une période donnée pour s'assurer que tout fonctionne et on avance. Alors, on me dit que j'ai bien dépassé. OK, de toute façon, j'ai terminé. En résumé, voilà les 5 pièges qu'on a vus ensemble. Donc, le dialogue de sourds, le mythe de l'idée, la prototitite aiguë, le dégât des eaux, la concurrence déloyale. Simplement, est-ce que vous pouvez juste mettre rapidement là dans le chat 1, 2, 3, 4, 5 les pièges qui vous parlent le plus ou qui sont les plus problématiques chez vous. Comme ça, ça nous permet aussi de voir ceux sur lesquels ça vaut le coup peut-être de faire un zoom ou de donner plus d'éléments. Ouais, 5, 1, 3, 4, 5. Bon, c'est assez varié. OK. Merci. 3, 5, 1, 4. Ouais. OK, bon, je pensais qu'il y aurait vraiment un focus sur un ou deux pièges, mais apparemment, c'est différent sur les organisations. Bon, en tout cas, nous, de notre côté, on va vous envoyer tous les petits liens concernant chacun des pièges, avec ou bien des références, des ressources, soit sur l'ambidextrie, sur la méthode CK, sur la partie organisation, si vous voulez aller un cran plus loin. Mais j'espère déjà que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça vous aide à prendre un peu de recul sur certains blocages et comprendre que finalement, quand un projet d'innovation plante, c'est pas juste parce que le projet est pas bon ou l'idée est pas bonne, mais qu'il y a plein d'autres blocages potentiels, pièges dans lesquels on peut tomber. Donc, voilà, j'espère déjà qu'avec ces quelques clés, ces quelques billes, ça vous permet d'avancer, de mieux comprendre ce qui se passe dans vos projets. Et puis, là, comme d'habitude, hein, on vous propose toujours, suite à nos webinaires, si vous voulez aller un cran plus loin, si vous n'avez pas forcément trouvé toutes les réponses ou s'il y a d'autres raisons pour lesquelles les projets bloquent, n'hésitez pas à réserver, j'allais dire, un petit créneau avec un de nos experts chez nous. Nous, on est vraiment ravis de prendre 30 minutes avec vous, d'essayer de creuser, de voir finalement pourquoi ça bloque, parce que là, on vous en a partagé 5 de pièges, mais il y a évidemment plein d'autres petites raisons pour lesquelles tout ça peut bloquer. On vous a mis le lien là dans le chat, dans la fenêtre conversation. N'hésitez pas vraiment, enfin, c'est pas engageant comme discussion. On sera ravis d'essayer de hacker vos projets avec vous et de voir si on peut vous donner des pistes de solutions.
Merci pour vos retours. Désolée, je vous avais un petit peu annoncé, hein, je déborde assez souvent dans les webinaires. Merci à tous pour votre réactivité. J'espère que, comme je disais tout à l'heure, que ça vous a apporté des éléments de compréhension pertinents par rapport à vos situations individuelles. Des éléments peut-être de compréhension, de logage, de vocabulaire. Et on vous invite à creuser tous ces sujets-là en vous envoyant un petit mail. Ouais, on n'a pas eu le temps de faire les questions, donc si certains veulent rester là, je sais que j'ai déjà bien dépassé, mais si certains ont des questions assez précises et sont OK pour rester encore quelques minutes, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais pour les autres, merci à tous et puis à une prochaine. Bon, je vois pas de questions qui arrivent, ni dans le Q&A, ni dans le… Ah, si. Est-ce que vous intervenez en amont pour détecter les projets? Alors, ça dépend ce qu'on entend par détecter les projets. Comme je disais tout à l'heure, nous, on est pas mal dans les phases d'exploration, en fait, dans ces phases d'émergence de nouveaux concepts, de nouveaux champs d'innovation, où on vient vraiment structurer, piloter ces phases d'exploration amont. Et on a cette partie aussi plus centrée sur le cadrage ou la construction de la stratégie d'innovation, qui est aussi une manière, on va dire, plus stratégique de faire naître ou de faire émerger des démarches d'innovation. Oui, exactement. Ouais, exactement. Donc, stratégie, ouais. C'est le premier point là dont je parlais au tout début, où justement, on fait vraiment cet exercice d'analyser les enjeux stratégiques d'une entreprise pour identifier ceux qui pourraient être adressés ou non par l'innovation. Et on regarde, on évalue ce qu'on appelle du coup l'innovation gap, où on essaye de regarder par rapport aux enjeux qui pourraient être adressés par l'innovation et le portefeuille existant de l'entreprise, où sont les écarts? Est-ce qu'il faut lancer des nouvelles démarches d'innovation? Est-ce qu'il faut plutôt prioriser, trier certains projets? Est-ce qu'il faut plutôt se dire, bah, en fait, on a déjà tout ce qu'il faut, il faut juste les accélérer, etc. etc. Donc, vraiment, si c'est à ça que ça correspond, c'est plutôt ce que nous, on met derrière toutes les phases. Alors, je vais essayer de les retrouver. Les offres que je vous ai présentées au tout début. Voilà, ici, où on a l'Innovation Strategy Sprint, où on est vraiment sur ce qu'on appelle la construction de la stratégie d'innovation rattachée aux enjeux stratégiques de l'entreprise pour du coup construire la feuille de route innovation de l'entreprise et donc identifier potentiellement des nouveaux chantiers. Bon, super. Merci pour la question. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, on va s'arrêter là. Merci pour les derniers qui sont restés jusqu'au bout.